Bonjour à tous et bienvenue sur Matricule 007. Votre esprit subtil aura deviné le sujet principal de cette chaîne, James Bond et son univers. Parcourez ses aventures livresques et cinématographiques à mes côtés chaque samedi matin. Troisième et dernière partie de l'analyse de Bon baiser de Russie. Cette partie détestée par les fans car elle gâche leur plaisir et appréciée par d'autres car elle révèle quelques erreurs qui feront les potins entre copains. Si vous êtes toujours là, écoutez des anecdotes sur le film et découvrez les faux raccords de ce dernier. Le titre du film est entendu pour la première fois lorsque la chanson passe à la radio. Bond utilise la phrase plus tard lorsque Moneypenny lui tend un portrait de Tatiana. 007 écrit « From Russia with Love » sur la photo avant de partir pour Istanbul. Les championnats du monde d'échecs sont filmés dans un palais vénitien dont la reconstitution coûta 60 000 livres et nécessita 160 figurants. La partie d'échecs entre Kronstein et McAdams est la reproduction d'un face-à-face historique qui eut lieu 3 ans plus tôt à Leningrad entre deux grands maîtres soviétiques, David Bronstein et Boris Spassky. La première rencontre entre Bond et Tatiana est une des scènes les plus reprises de l'histoire du cinéma. Elle servit longtemps aux éditions pour les rôles de James Bond et des James Bond Girls. Fiona Fullerton, qui jouait Paula Ivanova dans Dangereusement Vôtre en 1985, et Marianne Dabo, qui joue Cara Milovi dans Tuer n'est pas joué en 1987, font partie des nombreuses actrices de la série à avoir joué cette scène devant la caméra. La lutte des espions à bord de l'Orient Express s'inspire de l'histoire d'Eugène Karp, attaché naval américain et agent de renseignement basé à Budapest, qui prit le train de Budapest à Paris en février 1950, transportant des documents sur les réseaux d'espionnage américains démantelés dans le bloc de l'Est. Des assassins soviétiques déjà présents dans le train droguèrent le conducteur et le corps de Karp fut retrouvé peu après dans un tunnel ferroviaire au sud de Salzbourg. L'intrigue de Bon baiser de Russie utilise une machine de décodage soviétique fictive, Lector, comme leurre pour piéger Bond. Le lecteur trouve ses racines dans la machine allemande Enigma. Harry Salzman omit de demander les autorisations nécessaires pour la séquence de l'incendie au consulat soviétique et le tournage entraîna une grande panique dans la ville, attirant la police, les pompiers, les ambulances et la milice, toutes sirènes hurlantes, sur les lieux du tournage. Aviez-vous remarqué qu'il faudra attendre 1h20 de film pour entendre la voix de Red Grant ? Celui-ci ne prononce pas une parole audible avant sa rencontre avec Bond dans le train de l'Orient Express. Les terrains d'entraînement du Spectre s'inspirent du film Spartacus, sorti en 1960. Souvenez-vous, le président américain John Fitzgerald Kennedy citait Bon baiser de Russie parmi ses 10 livres préférés. Eh bien, le film fut sans doute le dernier qu'il ait vu avant son assassinat. Une projection privée eut lieu à la Maison-Blanche en novembre 1963. Le jour de la sortie officielle du film au Royaume-Uni, les fans font la queue dès midi devant les cinémas pour être sûrs de voir James Bond. Léonid Brejnev va même demander une copie du film auprès de l'ambassade britannique afin de pouvoir visionner le film en privé. À l'image d'Alfred Hitchcock, Ian Fleming pose fugitivement à l'ombre de l'Orient Express dans le film. L'épouse du réalisateur, Terence Young, fait une apparition dans le rôle de la femme qui apparaît sur un pont à Venise, filmant Bond et Tatiana. Alors qu'ils passent en dessous, on voit Madame Harry Salzman et sa mère regarder par la fenêtre du train lorsqu'il arrive à Zagreb et Bond s'arrête pour regarder par la fenêtre entre elles. Bon baiser de Russie est le seul film de la série où l'agent secret affronte une femme en tant qu'antagoniste principale. Ici, Rosa Klebb. Il est également le seul film dans lequel le spectateur n'entend pas la phrase « Bond », James Bond. Ce dernier ne commandera également aucune vodka martini, préparée à la cuillère et non au shaker. Une scène dans laquelle Kerimbe empêche un Bulgare de suivre Bond en lui expliquant les faits de la vie a été coupée lorsqu'il a été découvert que le personnage avait été tué dans une scène précédente. Au générique introductif, une erreur, aussi rare que malencontreuse, fait de Martine Beswick, la gitane Zora, un certain Martin Beswick. Il fallut attendre 2001 pour que l'erreur soit corrigée. Des passages du film furent supprimés par certaines chaînes télévisées.
Krylenko s'écrasant après avoir reçu une balle dans le dos et Tatiana marchant nue vers le lit de Bond sont coupés dans la plupart des versions télévisées. Une diffusion télévisée canadienne du film en 1990 a complètement supprimé la bagarre entre les gitanes. Aux États-Unis, ABC a coupé la séquence pré-générique dans les années 1970. Ce n'est pas réellement un faux raccord, mais une erreur technique, dirais-je. Dans le pré-générique, Sean Connery interprète son propre rôle, ou du moins son double. Ce n'est qu'au moment où Morzeni retire le masque que sa doublure est réellement intervenue dans le rôle du cadavre. Ce masque grisâtre est clairement visible, et devrait l'être également durant la course-poursuite. Sur les gros plans du visage de l'acteur écossais, nous voyons bien qu'il ne porte pas de masque. Nous sommes à Venise, au tournoi d'échecs. Sur le mur, nous pouvons suivre la partie en cours opposant McAdams et Kronstein. Je ne suis certes pas doué à ce jeu, mais comment le fond est-il parvenu au milieu du plateau ? Comment est-il passé au-dessus des pions ? Ce coup est impossible aux échecs. Les mains de Blofeld. Observez la bague du spectre, elle va changer de place. Durant pratiquement tout le film, elle sera visible à son auriculaire droit. Lors de la deuxième confrontation entre Blofeld, Klebb et Kronstein, le numéro 1 du spectre va appuyer sur un interrupteur pour faire entrer Morzeni. Sur le gros plan, nous voyons la bague. Ne voyant que les mains de l'acteur, et afin que le spectateur n'oublie pas qu'il s'agit du spectre, il faut bien exhiber le symbole. Problème, quand la caméra recule, nous voyons que l'interrupteur est à gauche, et que la bague a disparu. Le bijou a donc changé de côté pour permettre l'identification de Blofeld. Rosa Klebb et 2 agents rejoignent le camp d'entraînement du spectre. Ils sont à l'entrée du camp et aucun son ne se fait entendre. Par contre, plan suivant, ils ont franchi le seuil et les mitraillettes retentissent, puis les cris, les coups de sifflet, le lance-flamme. Tous ces objets fonctionnant en même temps, la cacophonie aurait dû être audible depuis le jardin. Rosa Klebb demande à rencontrer Grant. Quand celui-ci bondit de sa serviette de plage, on peut apercevoir les traces de maquillage sur le tissu blanc employé pour donner à l'acteur un teint hâlé. Tatiana rejoint le bureau de Rosa Klebb. Les 2 femmes sont censées travailler pour le SMERSH, et donc être russes. Pourquoi se parle-t-elle en anglais ? Tatiana entre dans la pièce, et Rosa referme la porte derrière elle. Une main surgit du couloir pour maintenir la porte fermée. Rosa lit le dossier de Tatiana. Elle porte ses lunettes. Elle lui parle de ses amants, cadrage sur le visage consterné de Romanova, et retour sur Rosa qui n'a plus ses lunettes, mais brandit une baguette. Les lunettes reposent sur une carte. À aucun moment on ne voit Klebb les ôter et faire un geste qui permet de le deviner. Le problème des lunettes va se répercuter sur la cravache. Rosa réprimande Romanova pour son impertinence et jette sa cravache sur le bureau. Elle se lève de sa chaise et prend la photo de Bond. Plan suivant, son bâton de commandement a disparu et se retrouve quelques instants plus tard dans sa main. Afin d'effrayer Tatiana et l'obliger à obéir, Rosa frappe le dossier de son siège avec sa cravache. Le bruitage fut intensifié pour effrayer également le spectateur, car normalement il aurait dû être à peine audible. Bond se prélasse au bord d'une rivière avec sa maîtresse Sylvia Trench. La jeune femme lui fait remarquer qu'il a une cicatrice sur le dos. Au cours du film, celle-ci va disparaître. À la 50e minute environ, Bond se fait couler un bain dans sa chambre d'hôtel. Nous le voyons de dos, pas de cicatrice. Quand il enlace Tatiana, la cicatrice fait son retour dans le bas du dos et a légèrement changé de forme. Les maquilleurs ont atténué le tatouage de Sean Connery, du moins les écritures, car je vous rappelle que ce dernier signifie Scotland Forever. Malvenu pour un espion anglais, bien que James Bond va devenir écossais au fil des livres. Le téléphone sonne dans la voiture de Bond. Il quitte Sylvia en prétendant avoir un coup de fil à donner. Erreur de français. Il est le receveur. James aurait dû dire « j'ai un coup de fil à prendre ». James parvient à sa voiture et décroche le combiné du téléphone. Il tient sa chemise dans sa main gauche. Plan suivant, Moneypenny lui explique que M le cherche depuis le matin. 5 secondes plus tard, 007 a réussi à enfiler sa chemise et à attacher 3 boutons, tout ceci d'une seule main. Sylvia le rejoint et Bond a fini de boutonner sa chemise, sauf celui du haut qui s'est détaché entre-temps. Moneypenny reprend la conversation et plan suivant, tous les boutons sont défaits. Les Britanniques sont très forts. M et Bond discutent de la trahison de Tatiana qui prétend être tombée amoureuse de 007 en voyant sa photo et serait prête à lui livrer le lector. James explique que le CIA tente d'en récupérer un depuis des années.
007 aurait dû dire la CIA et non le, car CIA signifie Agence Centrale de Renseignement. Donc, féminin. Cette erreur reviendra souvent dans les premiers James Bond. Q présente une mallette à Bond et lui explique qu'elle dissimule des munitions. James prend l'un des tubes, ôte le bouchon et sort les cartouches. Q poursuit sa présentation et Bond range 2 cartouches dans le tube. Plan suivant, le tube est refermé et toutes les cartouches sont rangées. James est arrivé à Istanbul. Il rencontre son contact Kerim Bey. Sur le bureau trône une photographie encadrée. Ce portrait m'a aussitôt fait penser au Premier ministre britannique Winston Churchill. Peut-être que les producteurs ont voulu rendre un hommage à Ian Fleming et à son passé militaire. Le père de Ian, Valentine, était un ami de Winston Churchill. Une bombe explose dans le bureau de Kerim Bey. Pour symboliser l'attaque, les éclairégistes ont projeté une lumière rose sur les acteurs. Pourquoi rose ? Les lumières auraient plutôt dû être orangées ou rouges, en référence au feu. L'image tremble pour symboliser le choc de l'explosion. La poussière vole. Kerim Bey en ressort sans une égratignure et le costume est toujours impeccable. Suite à l'attentat, Kerim Bey et Bond descendent dans la citerne basilique afin de rendre visite aux soviétiques. Sont-ils les auteurs de l'attentat et Bond en est-il la cause ? Le Turc explique que les citernes furent construites par l'empereur Constantin voilà 16 siècles. Faux. La citerne fut édifiée par l'empereur Justinien au VIe siècle, soit 13 siècles plus tôt. Deuxième erreur, les deux hommes partent du Grand Bazar pour rejoindre la citerne située à l'ouest de Sainte-Sophie et finir leur course au consulat. Impossible géographiquement. Voici un plan d'Istanbul. En bleu, le Grand Bazar. En jaune, la citerne, qui est toute petite. En vert, le quartier du consulat. Vous suivez mon raisonnement ? Par contre, la citerne de Théodose, qui est également toute petite, se trouve dans le quartier du consulat. Bond et Kerim dînent avec les gitans. Observez bien les assiettes. Lorsque la jeune femme apporte la bouteille de raki, la table est vide. Une danseuse du ventre vient animer la soirée. Des assiettes pleines sont posées devant les deux acteurs. Quand la danseuse passe devant eux, les assiettes sont vides. Elle fait son spectacle, revient tourner autour de Bond, et les assiettes sont à nouveau remplies. Le camp des gitans est attaqué par Krylenko et ses hommes. L'un d'eux se dirige vers Kerim Bey, toujours assis sur le banc. Kerim s'empare des pieds de la table afin de la soulever à l'arrivée du méchant. La table est renversée et le cascadeur retombe sur ses pieds pour s'écrouler quelques secondes plus tard sans raison. Deuxièmement, la table ne semble pas solide car on voit clairement le plateau se plier lors de son renversement. Donc pourquoi Kerim ne s'est pas contenté de soulever le plateau ? Parce qu'il lui fallait une protection au plan suivant. Petit détour par James Bond qui coince des méchants dans une tente. Quand la caméra revient sur Kerim, le plateau de la table a disparu et l'agent se cache derrière le pied. Krylenko parvient à atteindre Kerim Bey au bras. On voit clairement l'acteur étaler la poche de peinture rouge sur son costume pour simuler une blessure. Et il n'y a aucune trace d'impact de balle. Bien que blessé, l'agent turc continue d'utiliser son bras droit juste pour ramasser l'arme tombée sur le sol et la transférer dans sa main gauche. Une personne blessée dans l'articulation ne bougerait plus son bras. Il aurait dû utiliser directement sa main gauche pour ramasser son arme. Je vous parle même pas des armes qui n'ont jamais besoin d'être chargées. James Bond rejoint Kerim Bey à la fin du combat et lui verse du raki sur sa blessure pour la désinfecter. Oui, sauf qu'il le fait par-dessus la chemise et la veste. Il aurait peut-être dû prendre le temps de déshabiller son confrère pour être plus efficace. Il applique son mouchoir sur la plaie, enfin sur la veste, pour servir de pansement. Puis James emprunte un foulard à une gitane afin de mettre le bras de son ami en écharpe. James et Kerim patientent sur une place. Au loin, nous apercevons l'affiche du film Call Me Buena. En haut, à gauche, nous pouvons lire les noms de Harry Saltzman et Albert Broccoli, les deux producteurs de James Bond. Kerim est bien décidé à se venger de Krylenko qui a tenté de le faire exploser. Il lui tire dans le dos pendant que celui-ci sort de sa cachette. Insensible à la douleur, le méchant poursuit sa descente, observe les environs avant de réaliser qu'il est blessé, de crier et de lâcher la corde. James Bond rentre dans sa chambre d'hôtel en mode détente. Il ôte ses chaussures et sa veste, il s'empare de sa mallette et commande son petit déjeuner par téléphone. On aperçoit que la porte-fenêtre est grande ouverte. Il ôte son arme sans même fouiller les pièces.
il ne redoute guère les intrusions. Souvenez-vous, dans Dr No, il avait mis de la poudre sur sa mallette pour voir les empreintes et coller un cheveu sur sa penderie. Dans Bon baiser de Russie, l'agent semble moins prudent ou parano. James se fait couler un bain. À peine les robinets ouverts, une vapeur s'échappe indiquant que l'eau est brûlante. L'eau chauffe très vite en Turquie. Il entend du bruit dans sa chambre, s'y rend et trouve Tatiana dans son lit, nue. Les deux agents discutent, flirtent, s'embrassent, pendant que l'eau coule toujours. À aucun moment, le bain ne débordera. Quand le caméraman fait un gros plan sur Tatiana, elle porte du rouge à lèvres, confirmé lors du gros plan sur sa bouche. Pourtant, quand elle embrasse James, le rouge à lèvres a disparu et revient sur les plans larges de l'actrice. Romanova se rend à Sainte-Sophie pour donner le plan du consulat à Bond. Un guide instruit un groupe de touristes. Il aurait dû réviser ses fiches. Ce ne sont pas 2, mais 8 colonnes qui furent volées dans les temples d'Héliopolis dans l'ancienne Égypte. Quant à la jarre, elle n'est pas en albâtre, mais en marbre, et provient bien de Pergame. C'est le sultan Mounrad III qui la rapporta en Turquie. Quant à la colonne dite au souhait, il faut mettre le pouce droit dans l'orifice pour faire un vœu, et ce dernier sera exaucé si votre doigt ressort mouillé. Lorsque James et Kerim se retrouvent pour préparer l'attentat contre le consulat, on s'aperçoit que le Turc semble parfaitement remis de sa blessure. Je ne savais pas qu'une blessure par balle guérissait aussi vite. Romanova, Bond et Kerim s'échappent du consulat par la trappe qui servait aux Turcs pour espionner les Soviétiques. Retour dans le souterrain envahi par les rats. La première fois, les deux hommes ont dû emprunter une barque pour rejoindre leur cible. Là, pas besoin, la citerne doit être à sec. Kerim, Tatiana et James montent dans un train quittant Istanbul. La poche extérieure de la veste de Bond est vide. Quand il entre dans le compartiment, un mouchoir blanc ressort de la poche. Quand Bond ressort dans le couloir, le mouchoir a disparu. Benz et Kerim Bess sont morts. Bond ramasse le porte-cigarette jaune de Kerim. Quand il retrouve un des fils du Turc sur le quai de la gare, il lui donne le porte-cigarette, un portefeuille et son étui à cigarette. Quand Bond a-t-il ramassé ces autres objets ? Est-il revenu dans le compartiment ultérieurement ? Bond pense que Tatiana l'a trahi et lui administre une gifle assez violente. Pourtant, la joue de la jeune femme ne présentera aucune marque, même pas une petite rougeur. Bond vient de rencontrer Grant qu'il prend pour Nash. Observez le mouchoir émergeant de la poche de Grant. Un coup, il est plié de manière grossière et ressort bien de la poche. Sur d'autres plans, il est bien plié et à peine visible. Durant la même période, Grant pose son chapeau sur le bord droit de l'attaché-caisse. Quand Bond fouille la mallette, le chapeau est de l'autre côté. Grant et Bond rentrent dans le compartiment après avoir dîné au restaurant. Tatiana fait un malaise. Les deux hommes l'allongent sur le dos. Durant la bagarre des deux espions, ces derniers vont lui tomber dessus à plusieurs reprises. Le corps, qui est maintenant tourné vers le mur, restera inerte. Pourtant, James parviendra à la réveiller sans peine à la mort de Grant. Très efficace l'hydrate de chloral. Durant la confrontation entre Bond et Grant, nous apercevons le paysage à travers la vitre. Bien que le train avance à fière allure, les nuages ne bougent pas. Grant reprend le contrôle de la situation. Il profite de l'inconscience de son ennemi pour lui prendre son arme, ses cigarettes et son argent. Observez le visage de Sean Connery. Ses yeux frémissent. Pas évident de jouer les morts. Pendant qu'il tient Bond en joue, Grant lui explique qu'il va maquiller sa mort et celle de Tatiana en suicide. La jeune femme le ferait chanter en échange d'un mariage et du décodeur. Quelques minutes plus tard, Grant raconte qu'il a reçu l'ordre de tuer 007 et qu'il a l'intention de le faire souffrir, de lui tirer dessus à 3 reprises, de le faire agonir. Le suicide sera beaucoup moins crédible après cela. Grant et Bond se battent dans le compartiment. L'agent du Spectre enroule le fil issu de sa montre autour du cou de James pour l'étrangler. La main droite de l'agent britannique porte des traces de sang. Il tend la main vers sa mallette pour se saisir du poignard dissimulé, et là, le sang a disparu. James poignarde Grant dans l'épaule et parvient à le tuer. Quand il se redresse contre la paroi du compartiment, sa main est à nouveau ensanglantée. James fait les poches de son ennemi. Il récupère la vidéo érotique, la fausse lettre de chantage, son étui à cigarette, la mallette de Q, son chapeau et même une liasse de billets qui ne lui appartenaient pas. Par contre, le pistolet reste dans le compartiment du train. Quand Bond récupère son chapeau, ce dernier est déformé, écrasé. Quand il sort du compartiment au sifflement du train, le chapeau est toujours difforme. Pourtant, quand il le pose sur sa tête, le chapeau est nickel, comme neuf. Bond emprunte une camionnette jaune transportant des fleurs.
L'hélicoptère du Spectre lance des grenades. La première tombe derrière le camion, la deuxième tombe sur le côté gauche, la troisième atterrit sur le côté droit et recouvre le véhicule de cendres noires. 007 parvient à se débarrasser de l'hélicoptère et revient au véhicule. Celui-ci est tout propre lorsqu'il parvient au bord de l'eau. Premier petit jeu d'observation, la place du pilote dans l'hélicoptère. Un coup, il est à gauche, une autre fois à droite, voire au milieu, ce qui indique clairement que Young a utilisé plusieurs hélicoptères. De plus, le pilote porte parfois des lunettes de soleil qui apparaissent par enchantement. Deuxième jeu d'observation, la cavalcade de Bond. James quitte la camionnette jaune en emportant le lecteur et son fusil pliable. Les deux objets sont dans sa main gauche. Visuel sur l'hélicoptère, les objets sont dans la main droite de Bond. Tatiana se cache sous le camion, l'hélicoptère survole 007, le fusil est dans sa main gauche et la mallette à droite. Plan suivant, les mains sont inversées. Tout au long de la poursuite, les objets ne vont cesser de changer de main. Bond tire sur l'hélicoptère et atteint le tireur du Spectre à l'épaule droite, le contraignant à lâcher sa grenade dans l'appareil. Ce dernier explose, les pieds de l'hélicoptère se décrochent et tombent vers le sol. Caméra sur James, puis retour à l'hélico, les pieds sont revenus et seul le cockpit est en feu. Lors de la chute de l'appareil, on voit clairement qu'il s'agit d'une maquette. Autre détail, les hélices sont réunies et attachées ensemble au moyen d'un câble. James ressort de sa cachette sous le rocher et abandonne son chapeau. Il court vers la camionnette et croise un technicien qui se dirige vers l'hélicoptère en feu. Tatiana et James empruntent un bateau. En fouillant dans le coffre, l'espionne trouve un pistolet de détresse. Quand nous regardons les acteurs de dos, le canon du pistolet est orienté vers 007, de manière perpendiculaire. Plan suivant, nous observons les acteurs de face et le pistolet est orienté vers la mer. Blofeld appuie sur l'interphone. Klebb et Kronstein se tiennent droits comme des piquets devant le bureau. L'uniforme de Rosa est impeccable. Kronstein est piqué dans la cheville avec une lame empoisonnée. Le joueur d'échecs s'écroule sur une chaise. Rosa sort un mouchoir blanc de sa poche droite pour éponger son visage. D'où sort ce mouchoir? Il n'était pas là les plans précédents. Bond et Tatiana sont pris en chasse par 3 hors-bord du Spectre. Un homme armé d'une mitraillette se place derrière eux et tire sur les barils. Pourtant, ces derniers seront percés sur les côtés. Bond et Romanova s'apprêtent à quitter l'hôtel de Venise. Rosa Klebb se fait passer pour la femme de chambre. 007 se promène dans la pièce avec son pistolet en évidence dans son holster, sans problème. Non, il est bien connu que tous les hommes se promènent avec une arme. L'espion aurait dû être plus discret devant une inconnue et la femme de chambre aurait dû être affolée. Les deux personnages n'ont pas la bonne réaction et aucun des deux ne remarque l'erreur de l'autre. Rosa Klebb menace Bond avec une arme. Elle fait sortir Tatiana de la chambre et s'empare du lecteur. L'espionne revient et bouscule Klebb, lui faisant perdre son arme. Rosa tente de tuer 007 avec la lame empoisonnée de sa chaussure, tandis que ce dernier se protège avec une chaise. Tatiana s'empare de l'arme et hésite à tirer. Qui doit-elle tuer, Klebb ou Bond? Sa main oscille entre les deux. Dans le roman, le SMERSH veut humilier les autres services de renseignement et choisit le MI6 et son agent James Bond. Le service est dirigé par le général G pour Grubozadboy Kidov et non Blofeld. La machine de chiffrement se nomme Spector. Le tournoi d'échecs se déroule à Moscou et oppose 2 Russes, Kronstein et Makarov. Donovan Grant est recruté pour tuer Bond. Dans le film, il prend un prénom américain, Donald. Il reçoit son ordre de mission à Moscou et non à Istanbul, ce qui est logique puisqu'il est censé travailler pour le SMERSH. Si dans le film, Bond flirte avec sa maîtresse Sylvia Trench, dans le roman, il pleure la perte de Tiffany Case. Nous ferons sa connaissance lors de l'analyse des diamants sempiternels. Le contact stambouliote de Bond s'appelle Bruno Kerim. L'attaché caisse de Q contient 50 chargeurs de munitions, un poignard, une pilule de cyanure, le silencieux de son Beretta et 50 souverains d'or. La trappe par laquelle s'enfuit Krylenko s'ouvre dans la bouche de Marilyn Monroe sur une affiche du film Niagara sorti en 1953. Kerim tue son adversaire avec une carabine Winchester dissimulée dans sa canne. Tatiana se débrouille seule pour sortir le Spector et rejoindre Bond à la gare. L'attentat du consulat intervient plus tard pour venger l'assassinat de Kerim. Lors du voyage en train, les héros sont poursuivis par 3 agents du SMERSH.
Pour les évincer, Kerim confisque leur billet de train à 2 agents et les oblige à descendre à la prochaine gare pour un contrôle d'identité. Il se fera tuer par le 3e. Après le dîner, Tatiana et Bond vont se coucher et le faux Nash assure la surveillance en se plongeant dans la lecture de Guerre et paix de Tolstoï, écrivain russe. Cela aurait dû mettre la puce à l'oreille quand même de James, qui aurait dû également écouter sa femme car elle n'a pas confiance en Nash. Elle lui explique que Nash en russe veut dire des nôtres. Lorsque 007 se réveille, Grant le tient en joue. Lors de l'entrée du train dans un tunnel, Grant tire sur Bond qui s'effondre. Par chance, la balle a traversé son étui à cigarette pour s'incruster dans un livre. Une bagarre s'ensuit et Grant meurt. Pas de balade en bateau ou en hélicoptère. Le train conduit Bond et Tatiana à Paris et non à Venise. Bond remet Romanova à l'ambassade du Royaume-Uni et le Spectre à la station F, pour France, du MI6. Il prend ensuite contact avec René Matisse, chef du 2e bureau. Dans le film, ce dernier n'existe même pas. Les 2 hommes capturent Rosa Klebb qui parvient à empoisonner Bond avec des aiguilles à tricoter. Et pour finir cette vidéo, quelques répliques issues du film. Blofeld, le siamois, poisson vorace, créature fascinante, brave mais malgré tout stupide. Très stupide. À part certains tels celui que nous voyons ici. Il laisse les 2 autres se battre, tandis qu'il attend. Il attend que le survivant soit à ce point exténué qu'il soit incapable de se défendre. Et alors, comme le spectre, il frappe. Morzeni. Nos méthodes vous plaisent ? Rosa. Aucun exercice théorique ne remplace l'expérience réelle. Morzeni. On joue aussi sur cible vivante. Bond. Est-ce une coutume dans votre pays d'être suivi en voiture ? Le chauffeur. Oui, en effet. Aujourd'hui, cette Citroën noire est de service pour toute la journée. Des Bulgares qui travaillent pour les Russes. Ils nous suivent comme nous les suivons. Un accord mutuel entre eux et nous. Bond. Oui, une coutume amicale. Bond. Elle aurait dû garder le bec fermé, en parlant de la bouche d'Anita qui a servi de trappe à Krylenko. Bond. Jamais je n'ai vu plus jolie fille, Tania. Tatiana. Merci, mais je crois que ma bouche est un peu grande. Bond. Non, la taille est idéale. Pour moi, en tout cas. Petite référence à la scène précédente dans laquelle Kerim Bey et Bond attendent Krylenko pour l'assassiner alors que celui-ci émerge de la bouche d'Anita. Bond. Du vin rouge avec du poisson. J'aurais dû me méfier de pareille hérésie. Grant. Vous vous y connaissez en vin, mais vous voilà à genoux. Blofeld. Et le spectre livre toujours ce qu'il promet. Notre organisation tout entière repose sur le fait que nous tenons nos promesses. Je vous avais prévenu. Nous ne tolérons aucun échec. Numéro 3, vous connaissez la sanction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, vous êtes incollable sur le 2e film d'Éon Productions. La semaine prochaine, le quiz. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.